Les gars, j'espère que vous allez tous bien, content de vous retrouver. Ça y est, nouvelle semaine et le Barça joue enfin en fin de semaine. Quelques jours à patienter donc, cette trêve internationale est longue mais c'est la dernière jusqu'au mois de mars. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le 11 idéal. Alors, c'est une vidéo qui a 3 mois de retard, 4 mois de retard, mais en fait c'était compliqué parce que le mercato du Barça n'a pas été évident. Ensuite, dès le début de la saison, il y a eu des blessures, il y a eu des joueurs qui n'ont pas pu être inscrits. Je pense à Daniel Olmo, rappelez-vous, qui ne pouvait pas participer lors des premiers matchs. Tout ça a fait que j'ai reporté la vidéo à septembre, à octobre et enfin maintenant à novembre. Quel est le 11 idéal du Barça si demain il y a un gros match, si demain il y a un choc? Bien sûr, on va prendre en compte la forme des joueurs actuels, les blessés actuels, c'est normal. Par exemple, Bernal blessé toute la saison, on ne peut pas compter sur lui. Et surtout, un point important, la méritocratie. Une fois que je vais détailler le 11, je vais aussi donner les forces du 11 et les faiblesses parce que vous verrez que le 11 a aussi des faiblesses. Il ne s'agit pas de venir vous dire en vidéo c'est le 11 pour gagner tout le monde et pour gagner la Ligue des Champions. On va essayer d'être objectif envers l'équipe qu'on aime, c'est-à-dire voir quelle force a cette équipe et quelle faiblesse elle a aussi. Maintenant, n'hésitez pas à participer dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord concernant un joueur ou un autre, je lirai vos arguments, je lirai vos commentaires, mais je pense honnêtement qu'on sera tous d'accord. Alors on va commencer par le gardien. Le gardien, c'est vrai que il y a un petit doute parce qu'en vrai moi j'aimerais voir quand même Chesney. Je me dis il arrive au Barça pour remplacer Ter Stegen blessé. J'aimerais bien voir Chesney ce que ça donne sur deux trois matchs. Malheureusement on a compris. Hansi Flick ne va pas compter sur lui pour le poste de titulaire. Peut-être pour les matchs de Coupe du Roi ou les matchs de Liga quand il y aura un gros match de Ligue des Champions à venir. Mais vous avez compris que Chesney il va jouer quoi 5, 6, 7 matchs peut-être dans la saison. Donc même si moi j'aimerais le voir, pour cette vidéo, on va mettre Iñaki Peña, on va respecter la logique de Hansi Flick. Au passage, Iñaki Peña, même si on reviendra sur lui un petit peu plus tard dans les faiblesses sûrement, pour l'instant, il a fait le travail dans les matchs importants. On avait tous peur, rappelez-vous, contre le Bayern. Qu'est-ce que ça va donner Iñaki Peña contre le Real Mbappé, Vinicius? Comment va faire Iñaki Peña pour s'en sortir? Finalement, ça va. Il a fait des parades décisives. C'est forcément pas le meilleur gardien du monde, mais pour l'instant, ça tient la route. La défense, maintenant, en fait, la défense, le seul débat réside en Araujo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Araujo est sur le chemin du retour et on pourrait se dire, bon, il va reprendre là dans 2 3 semaines. Il va faire son apparition avec le Barça d'Hansi Flick. Maintenant, est-ce que ça serait crédible de le mettre de suite titulaire? Pas pour moi. Pas pour moi qui parle souvent de méritocratie. Je pense que Koubarsi et Inigo Martinez ont montré de bonnes choses tout au long de la saison, en tout cas jusqu'à maintenant. C'est une charnière solide, c'est une charnière complémentaire et c'est une charnière qui s'entend bien. Un droitier, un gaucher, les matchs d'Inigo Martinez ont été pour la plupart réussis. Il a montré de bonnes choses depuis le début de la saison. En fait, il n'y a aucune raison valable de dire il faut sortir Inigo du 11 et encore moins Koubarsi pour mettre Araujo qui c'est vrai a du potentiel, qui c'est vrai physiquement pourra faire du bien, mais en fait la qualité de relance d'Inigo Martinez et de Koubarsi est trop importante. Ça veut dire que si vous mettez Araujo dans cette défense, je commence à avoir peur au niveau de la relance parce que Araujo, même s'il a progressé un petit peu jeu court et jeu long, il n'a pas le niveau de relance de Koubarsi et il n'a pas non plus le niveau de relance d'Inigo Martinez. Il a d'autres qualités bien sûr, c'est un profil différent, mais pour moi pour un 11 idéal là dans l'état de forme actuel, même si Araujo était de retour, je partirais avec cette charnière classique Inigo Martinez et Koubarsi. Maintenant, ceux qui veulent mettre Araujo, je vous comprends. N'hésitez pas à détailler dans les commentaires. On pourra échanger un petit peu. À gauche, Baldé, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça me paraît cohérent. Koundé à droite aussi. En fait, c'est les deux seuls latéraux au top niveau du Barça. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de doublure les concernant, à part Hector Ford un petit peu. On sait qu'on ne peut pas compter sur Martin. Hector Ford peut jouer un peu à gauche, peut jouer un peu à droite, oui, mais c'est pas du niveau de Baldé et c'est pas du niveau de Koundé. Donc pour moi, là, il n'y a même pas besoin de débattre. Le débat, il est peut-être là, dans le double pivot, au milieu de terrain. Il y a du monde au Barça, il y a du monde. De Jong qui a fait son match avec les Pays-Bas, qui revient de blessure. Gavi qui s'entraîne à fond avec le Barça, qui n'est pas allé avec l'Espagne et qui sera bientôt à 100%. Il y a du Pedri, il y a du Casado, il y a du Fermin Lopez. Voilà, les places sont chères, il y a du monde. Maintenant, ma proposition à moi, c'est de respecter la complémentarité. Déjà, c'est très important. Pourquoi? Parce que si tu pars avec un double pivot, Pedri et De Jong, déjà, tu as un problème au niveau des profils parce que je ne suis pas sûr que De Jong puisse faire ce que fait Casado, par exemple, sur le plan défensif. Et forcément, à un moment donné, tu vas manquer d'équilibre. Moi, je pense que le double pivot, le meilleur possible dans l'état actuel des choses,
c'est celui-là, c'est Pedri avec Casado, pour la simple et bonne raison que c'est deux joueurs qui sont super complémentaires. En fait, t'as même pas à te poser la question qui est un petit peu plus haut sur le terrain, qui aide à ressortir les ballons. Tu sais que c'est Pedri qui aide à récupérer les ballons. Tu sais que c'est Casado. Alors bien sûr, Pedri peut récupérer des ballons et Casado peut faire des passes aussi vers l'avant, hein. L'un n'empêche pas l'autre, mais vous avez compris, il y a un joueur qui a un profil un petit peu plus défensif que l'autre. Et pour moi, les deux s'entendent à la perfection. Ils l'ont montré dans les grands matchs. Donc, bien sûr, on se pose la question, qu'est-ce que ça peut donner un Pedri avec un Gavi? On verra ça plus tard dans la saison. Pour l'instant, il n'y a pas de raison de modifier ce qui marche déjà. Et concernant Fermin Lopez, c'est pas qu'il n'a pas sa place dans le 11, c'est que pour l'instant, il faut dire la vérité, il est en dessous dans la hiérarchie, en dessous de Casado, en dessous de Pedri. Alors ça me fait quand même bizarre de mettre Casado parce que si vous m'aviez dit ça il y a 3-4 mois que je mettrais Casado volontairement devant De Jong, volontairement devant Fermin Lopez et tout, je vous aurais pas cru. Mais sur ce qu'il a montré depuis le début de la saison, et j'ai fait une vidéo hier sur Casado, donc je ne vais pas trop m'attarder sur lui, il mérite sa place de titulaire. Donc pour moi, il rentre dans le 11 avec Pedri. Et concernant Pedri, j'aimerais un petit peu m'attarder sur lui parce que le poste de numéro 10 n'est pas fait pour Pedri pour moi. Je sais qu'il y a un débat sur ça. Pedri, numéro 10, parce qu'il peut tirer de loin, parce qu'il a une bonne qualité de passe, mais j'ai besoin de voir Pedri à la relance. J'ai besoin de voir Pedri alimenter le numéro 10. On va voir qui c'est plus tard, même si je pense que vous vous en doutez tous, ou les autres attaquants devant. J'ai besoin de voir Pedri participer le plus possible au jeu parce que justement techniquement il est trop à l'aise. Et quand il est numéro 10, je le trouve un petit peu déconnecté, je le trouve un petit peu absent. Alors peut-être que s'il joue 10, 20, 30 matchs numéro 10, il pourra bien sûr être décisif parce qu'en soi il est tellement fort sur un terrain qu'il peut être décisif un peu partout. Mais je trouve que c'est le meilleur joueur complément à Casado et qu'en plus il est tellement fort techniquement que justement il peut recevoir les ballons des défenseurs centraux ou de l'arrière gauche ou de l'arrière droit, se retourner et alimenter, comme je vous ai dit, le numéro 10 ou les attaquants. Donc je préfère voir Pedri dans le double pivot avec Casado plutôt qu'au poste de numéro 10. Surtout que quoi? Il y a un numéro 10 de nature dans cet effectif du Barça. Et on arrive directement à lui. Qui met numéro 10, Pablo Torre ou Dani Olmo? Voilà, le choix est évident, hein. On va pas polémiquer longtemps. Dani Olmo est un numéro 10 naturel. C'est un numéro 10 fait pour jouer là, fait pour jouer dans un 4-2-3-1 au poste de numéro 10, derrière un buteur avec deux ailiers. Donc, il n'y a pas mieux en fait, c'est simple dans l'effectif du Barça actuel, ce qui donne un milieu de terrain, Pedri, Casado, Dani Olmo. Pour l'attaque, pareil, je ne vais pas trop m'attarder, ça me semble logique, je pense qu'il n'y aura pas de débat, à part pour les fans de Ferran Torres, s'il y en a, manifestez-vous. À gauche, Rafinha, même si vous savez qu'il dézone un petit peu. Lewandowski dans l'axe et Lamine Yamal à droite. C'est la meilleure attaque d'Europe actuellement, donc il n'y a pas de raison de changer. Ansu Fati, blessé, a du mal à s'imposer. Ferran Torres, blessé, n'a pas le niveau. Au Victor, j'aime bien, mais c'est pas suffisant pour l'instant pour prendre la place de Lewandowski. Donc on sera, je pense, tous d'accord concernant l'attaque. Maintenant, passons aux forces et aux faiblesses de ce 11. D'ailleurs, dites-moi si vous en voyez d'autres que moi dans les commentaires, je lirai tout ça. Moi, je pense que la force de cette équipe, clairement, c'est l'attaque. Mais quand je parle de l'attaque, je parle bien de l'animation offensive. Ça veut dire les attaquants, les milieux, les latéraux. On peut même considérer Koundé et Baldé maintenant comme des joueurs quand même à vocation, je ne vais pas dire offensive, mais quand on voit 3 passes décisives par-ci de Koundé, passes décisives de Baldé lors du Classico, je veux dire, c'est des latéraux quand même qui ont un rôle offensif. Même si on sait que Koundé à la base c'est un défenseur central. Je veux dire, moi quand je vois ce 11 là, je me dis le Barça va avoir des occasions. Le Barça va marquer des buts à part... Bien sûr, contre la Real Sociedad, ça arrive. Et il y aura d'autres matchs comme ça dans la saison où ça va pas bien, où vous n'arrivez pas à être efficace, où vous n'avez pas beaucoup d'occasions, où l'adversaire est meilleur. C'est du football, ça arrive. Mais de manière générale, vous voyez le 11 comme ça. On le savait même avant le match contre le Bayern, même avant le match contre le Real Madrid. On savait que le Barça allait avoir des occasions. On savait que le Barça allait mettre des buts parce que, mine de rien, tu as quand même, j'ai envie de dire, 4 attaquants sur la pelouse. 4 attaquants où 4 joueurs qui ont pour objectif d'aller marquer. Dani Olmo, Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski. C'est presque impossible de ne pas te procurer des occasions avec ça. Tu as donc un Barça offensif comme on voulait le voir. Parce que quand Hansi Flick est arrivé, on rêvait tous d'un Barça qui mettait 2-3 buts par match. Et on en avait marre des 1-0 de Xavi, des 0-0. Donc ça fait plaisir de voir un Barça offensif comme ça maintenant. L'autre force, j'ai envie de dire que c'est l'intelligence de la défense parce que
C'est vrai que la défense, c'est peut-être pas le point fort de ce Barça, mais c'est une défense intelligente. Quand on connaît l'animation défensive, quand on sait que le Barça joue le piège du hors-jeu et qu'ils l'ont fait tellement bien depuis le début de la saison, on peut le mettre dans les forces. On peut le mettre dans les forces du Barça parce que justement, avec ces défenseurs-là, Inigo Martinez, Cubarsí, qui sont très intelligents, tu peux jouer comme ça. Ça veut dire que c'est pas n'importe quel défenseur qui peut jouer le piège du hors-jeu parce que sinon ils vont couvrir le hors-jeu, il va y avoir but, c'est difficile. C'est pour ça qu'il y a plein d'équipes qui ne mettent pas ça en place. Il faut les joueurs adaptés. J'en ai parlé tout à l'heure parce que Araujo, on ne sait pas s'il est adapté à ce système-là de défense. Donc pour moi, c'est une force d'avoir des défenseurs intelligents justement pour pouvoir jouer le piège du hors-jeu. Autre force, clairement, j'ai parlé de l'attaque en général, mais j'aimerais parler aussi de ton buteur. C'est le meilleur buteur en Liga, c'est l'un des meilleurs buteurs en Europe. Lewandowski, avec la forme qu'il a, c'est clairement une force dans ce 11. Et de manière générale, si on veut parler un petit peu des trois attaquants ensemble, parce que je ne veux pas parler des trois de manière individuelle, c'est une attaque qui tourne bien, c'est une attaque qui s'entend bien, c'est une attaque qui se fait beaucoup de passes. Rafinha est content pour Lamine Yamal, Lamine Yamal est heureux pour Rafinha, Lewandowski est heureux pour les deux. Bref, tu vois qu'il n'y a pas d'égoïsme. Alors, sur 2-3 actions, bien sûr, il y a toujours un joueur qui veut marquer. Je m'en rappelle, je crois que c'était Dani Olmo qui voulait mettre son triplé. Il n'a donc pas fait la passe à Lamine Yamal. On peut toujours trouver des petites actions comme ci, comme ça, mais de manière générale, c'est quand même une attaque qui aime échanger, aime participer et aime cohabiter. C'est important pour la suite de la saison. Maintenant, ce 11 a des faiblesses. Ce 11 a 2-3 faiblesses parce que sinon, ils vont gagner tout le monde, ils vont gagner tous les trophées. C'est pas comme ça. Première faiblesse, clairement pour moi, même si j'ai dit tout à l'heure, il a fait des gros matchs contre le Bayern et contre le Real Madrid, Iñaki Peña. En fait, c'est compliqué d'avoir un gardien où tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr de son rendement. Ça veut dire que tu te dis à tout moment, il peut te lâcher. Une frappe cadrée, ça peut être but. On ne sait pas s'il sera capable d'être décisif dans les moments importants un petit peu plus tard dans la saison. Un jeu au pied pas trop mal, mais les sorties, ça fait peur. Pour moi, pour aller au bout, par exemple, en Ligue des Champions, en termes de gardien, sauf si ton équipe vraiment est brillante et écrase l'adversaire, c'est compliqué. Autre faiblesse pour moi, c'est la lenteur, si je peux dire ça comme ça, d'Inigo Martinez. C'est-à-dire que même Cubarsí, c'est pas le plus rapide des défenseurs centraux. Ils sont très intelligents, ça compense, oui, mais quand ils sont pris dans leur dos, ils n'ont pas le profil de Araujo pour revenir, par exemple, pour pouvoir ensuite récupérer le ballon. C'est-à-dire que quand ils sont pris par le piège du hors-jeu, l'action va au bout. Après, on voit s'il y a but, pas but, s'il y a la VAR, pas la VAR. Mais de manière générale, Inigo Martinez et Cubarsí, c'est pas les défenseurs les plus rapides. Alors, je vous ai dit, c'est aussi une force d'avoir des joueurs très intelligents, mais c'est une faiblesse d'avoir des joueurs un peu lents comme ça, parce qu'on l'a vu, de toute façon, contre la Real Sociedad, quand ils sont pris par le passeur, quand le Barça n'arrive pas à presser haut, quand le Barça n'arrive pas à récupérer le ballon haut, ils s'exposent tout de suite à une balle dans leur dos et ça devient vite problématique. Voilà pour les forces, voilà pour les faiblesses. Si vous voyez d'autres points, n'hésitez pas à me les partager. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ce 11 ou est-ce que vous mettriez directement Gavi ou De Jong tout de suite là au retour de la trêve? Je suis curieux de savoir ça. À demain pour la suite. Un grand merci pour le soutien. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.